Alors, quelques présentations. Je m'appelle David Le Glanaer, je suis cofondateur d'une entreprise qui s'appelle SID, qui est intégrateur d'ERP. Nous sommes intégrateurs, c'est-à-dire que nous ne sommes pas éditeurs. C'est d'une marque de logiciels qui n'est pas très connue, qui s'appelle Microsoft. Je ne sais pas si vous connaissez, c'est une petite start-up qui est là. Voilà. On fait ça depuis 20 ans et on a beaucoup de clients, on est très contents. Et donc, du coup, je ne suis pas venu pour vous faire de la pub. Je suis venu essayer de participer à l'effort collectif de digitalisation régionale. Et dans cette boîte, moi, je m'occupe de 3 choses. Le marketing, l'innovation et la prospective. Et c'est à ce titre de prospectiviste que je viens vous raconter un peu ce qui se passe. Et je ne vais pas vous parler du futur. Je vais vous parler du présent. Ce qui se passe actuellement en fait, dans les entreprises. Parce que, en fait, ce dont on a le plus besoin, je trouve, en termes de digitalisation aujourd'hui, ce n'est pas du tout de technologie. Alors, j'en vends, je ne suis pas super crédible pour dire ça, mais je vous demande de me croire. On a besoin plus d'usage. Donc aujourd'hui, je vais vous parler que de stratégie et d'usage. Tout le monde reste. Bon, c'est bon, on peut continuer. Okay. Alors, pourquoi un bateau pirate? Parce qu'on va faire du growth hacking. Hacking, c'est pirater, donc les pirates. Voilà, je me suis dit qu'en termes de décor, ça ferait moins usité déjà que des décors plus laser, tout ça. Et donc, si vous êtes là, Digital Change, c'est que vous pensez tous comme moi, et comme il est interdit de penser le contraire, que le digital, c'est super, hein, forcément. Et en plus, vous êtes là, vous êtes à Digital Change, il y a plein d'offres pour se digitaliser partout. Ouais, moi, j'ai mis un nouveau chatbot chez moi. Tout, c'est super cool, on avance grave dans le digital. Bon. Alors, bon, en même temps, le digital, on n'a pas une idée précise de ce que ça rapporte. On a fait beaucoup d'open innovation ces derniers temps. On a dépensé peut-être des dizaines de milliers ou des centaines de milliers d'euros dans de l'innovation open. Et ça n'a pas toujours rapporté un max d'argent. Mais on savait, hein, c'était le jeu. Et puis en même temps, on va continuer à investir dans le digital parce qu'on n'a pas le choix. Hein. C'est-à-dire que vis-à-vis des copains et tout ça, fait pas bien de dire on a arrêté d'investir dans le digital. Seulement, on ne sait pas trop pourquoi faire encore, ni pour devenir quoi. Alors, au-delà même de ce que je disais de la cosmétique, hein, le problème de tout ça, c'est que c'est un peu cher. Et surtout, c'est assez cher de se tromper en termes de technologie, en termes de positionnement, en termes d'usage. Et donc, du coup, ce que je vous propose, ce que je vous disais, c'est est-ce qu'on pourrait prendre des exemples stratégiques concrets de gens qui se digitalisent, notamment grâce à l'ERP, et des problèmes que ces entreprises ont résolus par rapport à ça. Ça vous va comme programme, hein? Ils ont dit d'accord. Ouais. Alors donc du coup, je vous propose de monter à bord et que donc le film démarre. J'ai quelques annonces à faire avant de démarrer. Voilà. Donc voilà. En gros, je vais vous parler de cas réels, mais je ne vais vous pas dire qui c'est. Donc si vous connaissez un peu le marché de la région, vous allez voir tout de suite qui c'est, mais bon, comme ça, je ne vous l'aurais pas dit. Donc on va prendre 4 exemples. Une entreprise de télésurveillance assez importante. Une entreprise qui fait du pressage de disques vinyle et CD, DVD. Et une entreprise qui est une très grosse implantation régionale en matière d'électronique et d'IoT. Et puis des gens qui font de l'équipement du bâtiment, pour que ça couvre un peu pas mal de secteurs. Alors, j'ai le cas d'une entreprise de télésurveillance. Vous voyez le business model, hein, c'est que bonjour, c'est sécurisé chez vous, tiens, je vous mettrai bien une alarme. Vous voyez, comme ça, quand il y a des méchants, bah, ça sonne. Hein. Puis on n'arrive pas, mais on vous appelle au téléphone alors que vous n'êtes pas là pour dire que votre bâtiment est cassé. C'est à peu près ça l'offre produit. Donc vous vous doutez bien que les gens avec une offre comme ça ne sont pas tout à fait les seuls à proposer ça. Par conséquent, dans ce métier-là, comment est-ce qu'on fait pour se différencier? Alors, pour prendre un exemple concret, comment on va se différencier sur le marché de la télésurveillance? Et en fait, ce qu'ils ont eu comme idée, c'est de permettre aux clients d'activer et de désactiver leur alarme sur leur entreprise depuis leur smartphone. Alors ça, c'est assez sympa, mais c'est surtout en fait de n'être facturé que des minutes durant lesquelles l'alarme est activée. C'est-à-dire que si, comme moi, vous avez des développeurs qui sont plutôt nocturnes comme animal, ça ne sert à rien de payer toute la nuit l'alarme, puisque de toute façon, jusqu'à 2 h du matin, ça va sentir la pizza et le code. Hein,
Donc du coup, ça vous permet d'économiser. Et en même temps, pour la boîte de télésurveillance, elle ne prend pas de risque supplémentaire parce que ce n'est pas les périodes où l'alarme est activée et où il y a un véritable risque parce qu'il y a du monde dans l'entreprise. Donc le contexte, donc tout ça c'est bien sympa à dire, mais le contexte c'est que ça concerne juste 400 000 clients. Et puis surtout, ils avaient une saisie manuelle de la facturation. Vous imaginez le délire. Alors vous avez mis l'alarme à 2h17 cette nuit. Allez, vas-y, passe sous Excel, refais la moulinette et passe tout ça dans le... En fait, on a eu la chance d'être l'intégrateur de l'ERP et on a digitalisé effectivement tout ça. Ce qui fait que maintenant, en fait, la facturation est directement liée à un relais qui capte les horaires d'ouverture et de fermeture de l'ensemble des capteurs, de l'ensemble de leurs 400 000 clients. Et donc, il n'y a aucune intervention humaine pour ce produit, en fait, qui est novateur. Entre nous, soit dit, les gens qui prennent ce produit ne vont pas payer énormément moins cher, mais ils ont la satisfaction de ne payer que pour ce qu'ils consomment et pour chaque minute de sécurité en fait, qu'ils consomment. Et donc c'est ça, surtout le plus produit, c'est un plus produit de confiance. Et surtout, il y a zéro intervention humaine pour le mettre en place désormais grâce à l'ERP, puisqu'on a relié tous les capteurs avec la facturation, avec la gestion commerciale, avec tout ça. Deuxième exemple, une entreprise qui fait du pressage de disques, qui se trouve en Normandie. Et eux, ils avaient une problématique, c'est comment développer ses marges. Alors, je suis sûr que vous n'avez pas du tout de problème pour développer vos marges, parce que vous êtes des visionnaires de l'IT et de la direction de l'entreprise, mais ça peut arriver à certaines entreprises. Pourquoi ils avaient des problèmes pour augmenter leurs marges? Tout simplement parce qu'ils avaient 3 clients importants qui sont des majors du disque, et qu'il y en a beaucoup moins depuis l'arrivée du streaming. Et donc il y a beaucoup moins de clients sur ce marché. Donc les clients qui restent sont des clients très importants pour les fabricants de support. Donc une fois qu'on a dit ça, comment on fait? Et bien en fait, ils ont fait un choix. Leur idée, c'était de développer le CA sur les petits clients. Exemple, vous voulez une boîte de CD qui sont capables d'imprimer. Et bien en fait, le process, c'était celui-là. Alors, je vais sur le site web. J'ai des paiements par chèque. Ouh! Je commande 300 CD, j'ai la création et l'envoi d'un devis. Parce que vous pouvez commander des CD vierges, mais vous pouvez commander également des CD de vous-même en karaoké. Hein? C'est-à-dire que vous leur envoyez une bande-son, vous leur envoyez des JPEG et ils vous sortent un album. C'est ça le business model. Hein? Donc, alors, paiement par chèque, vous dites vous en voulez 300, ils vous envoient un devis. Et puis vous le signez avec un bon pour accord, ils le ressaisissent dans la gestion commerciale, puis avec les ordres de fabrication, et puis bientôt vous allez le recevoir. Donc c'est plus tout à fait comme ça, parce que du coup ça ne sert à rien d'avoir des petits clients si vous dépensez toute votre marge opérationnelle à faire le traitement de leurs commandes. Et aujourd'hui, en fait, vous faites le devis en ligne, vous uploadez directement vos MP3 et vos images de la pochette de l'album directement dessus. Si vous voulez un vinyle avec exactement le même contenu, c'est juste une case à cocher supplémentaire. Le devis est fait en ligne et vous recevez ça dans les 2 semaines. Ce qui fait un produit top. Et donc, ils ont multiplié le nombre de clients par 12. Ce qui n'est pas beaucoup en fait parce que ça fait plein de petits clients et qui devaient en avoir 14 au départ, c'est-à-dire 3 gros et le reste. Et sauf qu'aujourd'hui, sur ces petites opérations, ils font beaucoup de marge. Et donc du coup, ça permet de financer l'investissement sur les infrastructures et le développement de l'entreprise. Troisième cas, une entreprise qui fait de l'IoT. L'idée, c'est qu'ils ont des fortes parts de marché en France, mais à l'étranger, ils sont complètement inexistants. Et donc l'idée qu'ils ont eue, c'est de créer des petites entités locales à l'étranger pour pouvoir développer. Ce qu'il faut savoir sur cette entreprise, c'est qu'elle travaille beaucoup, non seulement avec des privés, mais aussi avec des marchés publics, puisque ce sont eux qui font la ville de demain, la Smart City, les panneaux intelligents et tout ce qu'il y a d'intelligent dans la Smart City, ils ont des produits là-dessus. Par conséquent, ils sont obligés d'avoir des entreprises locales parce que les collectivités locales ne bossent qu'avec des entreprises locales. Et donc, si vous avez bossé un petit peu à l'international, vous savez que y a un certain nombre de problématiques, notamment de gestion des intercos. C'est-à-dire quelle société facture quoi à qui
Et où est l'argent dans une problématique de trésorerie en fait générale. Risque de multiplication des intercos. En plus, l'entreprise en question achète une partie de ses composants à la maison mère, ce qui fait l'essentiel de son coût unitaire pour le produit. Et compte tenu de la légèreté de structure, en fait, ils avaient besoin d'une personne pour s'occuper de leur précédent système d'information en local. C'est-à-dire qu'il y avait une personne au commerce, une personne administrative, une personne à l'IT dans chaque pays. Et aujourd'hui, ils ont supprimé la personne de l'IT dans tous les pays et tout est géré depuis la France grâce au déploiement. Alors c'est la particularité de l'ERP qu'on déploie, qui est Microsoft Dynamics. C'est en gros, il faut le prendre pour 3 raisons. 1, parce que vous trouvez ça hyper bien. 2, parce que vous êtes international. Et 3, parce que vous êtes multisite. C'est les gros intérêts de cette technologie-là par rapport à d'autres technologies ERP qui sont très bien par ailleurs. Et puis, donc l'apport de l'ERP, je vous disais, c'est le gain d'un ETP par filiale, la diminution drastique des intercos, donc le bonheur du DAF qui a pu enfin faire de la gestion de trésor de façon très opérationnelle, et l'amélioration de la fluidité, de la qualité et de la vitesse des échanges, malgré une croissance importante du CA, puisque en fait, ils font 35% de croissance. Et le cas numéro 4, c'est une entreprise de bâtiment. Alors, ils ne font pas du café, ils font un truc qui est juste à côté. C'est-à-dire la Gouttière. Voilà, tout le monde voit à peu près qui c'est. Fabricant de gouttières de la région, voilà, qui a un prénom féminin sans le E à la fin. Bref. Là, ils avaient une problématique, là encore, stratégique liée à la distribution. C'est-à-dire qu'en fait, ils bossent avec la grande distribution, alors la grande distribution spécialisée. Et évidemment, comme ils travaillent avec la grande distribution, en fait, ils ont des problématiques de tarification. Et pour réussir à tirer des marges quand même, malgré le poids et le professionnalisme des acheteurs de ces enseignes, ils ont des tarifs très compliqués. Et donc à chaque fois qu'ils veulent signer avec une nouvelle enseigne, à chaque fois qu'ils veulent un nouveau canal de distribution, les tarifs sont très très compliqués et il y a des vrais risques d'erreur. Et donc l'idée, ça a été d'automatiser la tarification malgré sa nécessaire complexité, pour la rendre davantage pilotable, en fait. Et donc, avant, ce qu'ils faisaient, c'est qu'il y avait une réception de commande via l'EDI. Ils faisaient une ressaisie de cette commande dans le système. Il y avait une vérification de la saisie par des pairs pour être sûr qu'on ne soit pas trompé dans le tarif, tellement c'était compliqué. L'expédition et la facturation avec encore une validation humaine qu'en fait, on avait bien facturé le bon tarif, etc. pour la bonne personne. Et aujourd'hui, en fait, ils ont un process ultra simple, c'est commande EDI, facturation. Tout juste s'ils livrent. Voilà, et en fait, ils ont créé, et là où c'est vraiment aussi innovateur, c'est que du coup, comme ils avaient encapsulé cette complexité, ça leur a donné la possibilité d'imaginer autre chose, et notamment de créer un nouveau site web pour les plombiers. C'est-à-dire que, vous voyez, le précédent client, ils avaient des gros clients, ils ont décidé d'avoir des petits clients à côté. Et là, on commence à toucher à ce qu'on nous avait invité à faire dans le digital dans les années 2003-2005, c'est-à-dire du hacking de marché. Vous voyez, s'adresser non pas à nos clients, mais aux clients de nos clients. Sauf que on ne l'avait pas fait. Pourquoi ? Parce que nos clients n'appréciaient pas qu'on vende direct à leurs clients. Sauf qu'aujourd'hui, et c'est ce dont je vous parle dans cette deuxième génération du digital d'un point de vue stratégique, c'est qu'on va s'adresser aux clients de nos clients, voire même aux clients de nos clients de nos clients, mais sans rien leur vendre. On va recueillir le besoin, ce qui en termes de marketing est génial parce qu'on a accès au client final directement, connaître ses besoins, connaître ses utilisations, etc. Et donc du coup, pour notre innovation produit, c'est super, mais on ne lui vend rien. On crée ce qu'on appelle un lead. Et ce lead, on va le vendre ou le donner à notre chaîne de distribution. Quel est l'intérêt ? Le changement des poids relatifs. C'est-à-dire que si en face de vous, vous avez des distributeurs, genre comme tout à l'heure, vous avez 3 distributeurs qui vous pressent le citron parce que si vous achetez plus, s'ils décident d'arrêter d'acheter chez vous, vous perdez un tiers de votre chiffre d'affaires, et bien en fait, ils ont un gros poids sur vous. Là, l'idée, c'est de dire, ouais, ok, tu as du poids sur moi, mais moi, je peux aussi t'aider, moi aussi, je peux aussi avoir de la valeur sur toi, pas juste en commercialisant mes produits, mais en te fournissant des leads. C'est-à-dire en fait te fournissant des clients que tu ne connais pas, qui ont un vrai besoin. Et du coup, je valorise ta marque. S'il y a des marketeurs ou des DG dans la salle,
il y a une petite limite à ça, hein. La limite, c'est qu'il vous faut une marque. C'est-à-dire que si votre boîte s'appelle EDC Concept ou rien du tout, eh bien en fait ça ne marche pas parce qu'il faut un vrai véhicule pour prendre contact avec le client final et ce véhicule, c'est une marque. Donc il va falloir discuter avec votre service marketing. Si je mets ça en schéma, ça donne ça, vous voyez. Vous avez vous là, en orange, et puis vous avez plusieurs cas, il y a des chaînes assez longues, distributeurs, installateurs, client final, bah, vous voyez, une des tendances du marché, c'est l'entreprise qui va aller soit vers l'installateur, comme viennent de faire cette boîte de gouttière, là, soit aller directement vers le client final. Je vous donne un autre exemple hors programme, et ça on ne l'a pas fait avec le RP, mais avec notre agence digitale. Une entreprise qui fait des panneaux, vous savez, pour le son, là, pour diminuer le son qu'il y a dans les pièces, ben on a créé une appli pour eux. Et donc, du coup, le client final, il scanne sa pièce, il dit quels sont les matériaux sur les murs et au plafond, et c'est l'appli qui lui dit ce qu'il devrait acheter comme produit. Bilan des courses, c'est une grosse valeur ajoutée pour le client, et ça crée un lead pour la marque qui peut le distribuer à ses distributeurs, aussi bien installateurs que grande distri. J'ai mis les schémas à côté. Gros client, on développe le petit client, et puis on développe le client final dans d'autres pays. Voilà les grands schémas. Et puis, Vincent Bouédouin, qui est le PDG du groupe Lacroix, qui était, vous l'avez peut-être compris, une des entreprises que j'ai citées. En fait, il dit qu'aujourd'hui, il y a un enjeu, c'est les standards numériques multisectoriels sont essentiels pour limiter le coût d'acquisition et le traitement de la donnée. En fait, il est l'heure, surtout dans le monde industriel, de chasser en meute. Et quand vous avez non seulement des référentiels de données, mais également des référentiels de traitement avec votre ERP, vous pouvez vous interconnecter super facilement pour traiter des grosses affaires avec d'autres industriels. En conclusion, pour ces entreprises, la transformation digitale, c'est concevoir le business non seulement horizontalement comme avant, c'est-à-dire en regardant les concurrents, mais c'est surtout aujourd'hui verticalement en disant quelle valeur ajoutée dans ma filière je veux capter. Je m'en fiche de savoir que je suis meilleur qu'un tel ou un tel. Ce n'est pas ça le sujet. C'est la valeur que je veux capter dans ma filière. Le deuxième point, c'est disposer des leviers pour faire changer le poids relatif des clients, ce que je vous disais. Imaginez ces produits comme des innovations en termes de service. C'est-à-dire que si vous concevez un produit sans imaginer le service que vous allez vendre à côté, peut-être que vous faites une erreur stratégique. Et rationaliser simplement leur business model dans chaque pays et structurer leurs process pour les rendre plus déployables et partageables. Voilà ce qu'on pense chez SID. Si vous pensez que j'ai été pas assez long, je vous invite à me rejoindre au 161 et je vous souhaite une bonne journée. Merci de votre attention.